Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Que du plaisir de vous savoir fidèles au poste. Et le bras de fer Cour africaine des droits de l'homme en gouvernement béninois se poursuit. Les décisions rendues aux dépens du Bénin et restées inappliquées jusque-là, on ne les compte plus. On citera, entre autres récentes décisions jetées aux orties, celle qui épingle la réforme constitutionnelle. L'État, en croit le porte-parole du gouvernement, compte y opposer une fin de non-recevoir, si ce n'est pas déjà chose faite. Guéguerre, CADHP, Cour africaine des droits de l'homme donc, et Bénin. Nécessité d'arbitrage d'un tiers. L'instant débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite, c'est maintenant. Un universitaire, un expert en gouvernance, pour élucider la question. À ma gauche, sur ce plateau, Nathaniel Kitty, politiste, il est enseignant-chercheur en sciences politiques. Nathaniel Kitty, bonjour à vous. Bonjour cher ami Joël, bonjour mesdames et messieurs les téléspectateurs, bonjour Monsieur Eloge Attadé, c'est son nom, oui, il introduit bonjour, ainsi. Monsieur Attadé. Bonjour. Voilà. Vous l'avez compris, une belle introduction. Donc, merci à vous pour la disponibilité, monsieur Eloge Attadé. C'est moi qui vous remercie. Expert en gouvernance d'État, vous voyez, face à une situation devenue presque répétitive, l'État béninois devra prendre un certain nombre de décisions face à des injonctions venant de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est l'émission que nous démarrons comme ça. Et une dernière en date, le porte-parole du gouvernement s'est finalement prononcé. On attendait depuis cette réaction, parce que bien avant, ce sont les universitaires qui menaient le débat. Comment avez-vous suivi cette réaction du porte-parole du gouvernement, monsieur Eloge Attadé? Déjà, la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples m'est parvenue avec beaucoup d'amertume et de consternation. Ça fait un moment que... Mes excuses, vous êtes parvenu avec beaucoup d'amertume et de consternation. Et puis je me suis dit qu'évidemment, notre silence et notre passivité serait une caution à cette Cour qui en fait un peu de trop. Avait-elle vocation, évidemment, à se substituer à l'exécutif et au Parlement béninois pour demander une abrogation de la loi constitutionnelle qui a été votée et qui a été mise en place, promulguée le 1er novembre 2019. Je trouve évidemment qu'il y a des questions qui sont en suspens sur lesquelles il faut mieux opiner objectivement pour éclairer le peuple afin que nous puissions faire des choix conséquents. Nous sommes un État souverain. Et nous sommes dans une transition. Je crois qu'il faut que les chefs d'État qui ont... Avant d'aller plus loin, ça fait des éléments quand même très importants que nous venons d'entendre de votre bouche. Vous dites, a-t-elle vocation cette Cour à faire ce qu'elle est en train de faire là? L'expert en gouvernance d'État, en appréciant, répond quoi? Non, elle n'a pas vocation. Je crois qu'elle est en train de surestimer un peu ses compétences. Il faut redéfinir ses champs d'action. Il faut redéfinir ces champs d'action. Vous permettez, avant qu'on aille plus loin, oui, l'université, vous l'avez suivi, l'expert en gouvernance d'État, qui est vraiment outré face à ce spectacle qui n'honore point les États, si je généralise, qui ont mis en place ces structures. Vous répondez quoi? Non, moi je pense que M. Attadé a fait une déclaration qui est en contradiction avec le domaine dans lequel il a l'expertise. Comment ça? Vous avez dit qu'il est expert en bonne gouvernance. Oui, gouvernance d'État en plus. Voilà, et gouvernance d'État en plus. Oui. Donc, vous devez savoir que le Bénin a ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et que le Bénin a ratifié le protocole additionnel à la Charte qui a créé la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. En le faisant ainsi, le Bénin accepte que les décisions qui seront rendues par cette juridiction s'imposent à l'État béninois. C'est ça la conséquence. Donc ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas une cour qui en fait de trop. Donc vous maintenez qu'elle est dans ses droits? Je pense que nous avions fait un débat le lundi passé. Tout à fait. Au cours duquel je disais que lorsqu'une juridiction est saisie, la première chose qu'elle vérifie, c'est d'abord sa compétence. Et on a dit Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, elle est compétente pour vérifier tout contentieux lié à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et elle a ajouté tout instrument de promotion des droits de l'homme en Afrique. Et si tel est le cas, et qu'on prend la décision et qu'on constate que pour régler le contentieux, la juridiction a utilisé ces instruments, donc elle n'en fait pas de trop.
c'est peut-être le Bénin qui en fera de trop en refusant d'appliquer la décision rendue par cette juridiction. Vous avez... Au-delà de ça, oui. Monsieur Attali, vous savez, cette constitution que j'ai en main a été adoptée par référendum en décembre 1990, le 2 décembre 1990. Et quand vous prenez la constitution, vous prenez le préambule. Le préambule, je pense que c'est le point 4. Je vous lis. Réaffirmons notre attachement aux principes de la démocratie et des droits de l'homme tels qu'ils ont été définis par la Charte des Nations Unies de 1945 et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, l'instrument dont nous débattons, adopté en 1981 par l'Organisation de l'Unité africaine, ratifié par le Bénin le 20 janvier 1986 et dont les dispositions font partie intégrante de la présente Constitution. Dans la Constitution du 11 décembre 1990, ce ne sont pas seulement les 160 articles, c'est aussi la Charte africaine des droits de l'homme qui est annexée. Et le préambule l'a bien dit. Et au-delà du préambule, vous prenez l'article 3 de la Constitution. L'article 3 est clair. Je vous lis une partie de l'article, le deuxième paragraphe. Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraire à ces dispositions sont nuls et non avenus. Vous savez pourquoi le constituant a mis ça dans la Constitution? C'est que lorsqu'une décision est rendue par la Cour constitutionnelle, il arrive que le chef de l'État, par exemple, refuse de l'exécuter, même s'il est le garant de l'exécution des décisions de justice. C'est pour éviter ce refus qu'il est mis dans la Constitution que dès qu'une décision est déclarée contraire à la Constitution, cette décision est nulle et de nul effet. Par ailleurs, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est annexée à cette Constitution et fait partie intégrante de la Constitution. Donc lorsque la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples rend une décision en contrôlant la conformité d'une décision par rapport à cette charte, si elle en conclut que la décision ou loi ou acte est contraire à la charte, de manière implicite, elle est en train de déclarer que cette décision est contraire à notre Constitution. Par conséquent, la loi 2019 dont il est question, dès que la décision de la Cour africaine est sortie, peut être considérée comme nulle et non avenue. Ok, on vous a bien suivi, mais je suis tenté de vous demander cette question. J'imagine que certains nombre de téléspectateurs voudraient la poser si elle avait accès au plateau. Pourquoi avoir recouru à la Constitution de 90 et non à celle de 2019 ? Moi ou la Cour? Vous, par exemple, en faisant... Non, même si je prends celui de 2019, c'est une loi, numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, qui a modifié la Constitution. Les dispositions que j'ai abordées, que ce soit le préambule ou l'article 3, n'ont pas changé. N'ont pas changé. Oui, c'est important d'apporter ce rectificatif. Si vous voulez, je peux... Non. Ça, hein. C'était important. Je vous ai posé la question exprès pour que là-dessus, qu'il n'y ait pas d'équivoque. Non, la loi est là. Je l'ai sur moi, la loi 2019. Merci beaucoup. Ça n'a pas changé. Alors, vous avez suivi quand même le porte-parole du gouvernement qui a présenté un certain nombre d'argumentaires, tout en comprenant un peu, si on peut comprendre l'esprit, semble-t-il dit, mais il ne faut pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est que ce peuple souverain a quand même voulu que le Bénin se décide à aller au couplage des élections, à économiser un peu dans la durée. C'est vrai, vous êtes hier prononcé là-dessus, mais quand le gouvernement revient sur ces éléments, est-ce qu'on ne peut pas faire amende honorable ? Monsieur Attali veut prendre la parole, c'est ça? Allez-y, il prendra la parole tout à l'heure. Je sais pourquoi je pose la question, parce qu'il a fait l'ouverture. Ok. Je pense, à mon humble avis, que le porte-parole du gouvernement, c'est vrai qu'il porte la parole du gouvernement. Oui. C'est la position du gouvernement. Mais c'est aussi vrai que
Il est en train de faire une confusion. Le porte-parole du gouvernement fait une confusion. Oui, il est en train de faire une confusion. À quel niveau ça, la confusion? Qui mérite qu'on le renvoie à ses cours de droit constitutionnel de la première année. Vous êtes sérieux dans ce que vous dites là, monsieur Kiti? Vous n'allez pas dire... Non, je suis sérieux. Le porte-parole du gouvernement, il ne sait pas s'il doit vous présenter son CV. Non, mais... On ne va pas le rendre. Je le sais, hein, c'est un avocat. Je sais, c'est un juriste. Mais vous pensez malgré cela qu'il faut qu'on le renvoie à son cours de première année? Non, il faut qu'on le renvoie à son cours de première année de droit constitutionnel. Bon, expliquez-vous si ce ne sont pas des mots en l'air. On ne peut pas faire une confusion entre le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé, en comparant les conditions dans lesquelles la Constitution du 11 décembre 1990 a été adoptée à celles dans lesquelles la loi 2019-40 du 7 novembre 2019 a été adoptée. Ce n'est pas possible. Vous savez, en 90, c'était un référendum. Donc, tous les tempéraments politiques ont participé au débat. Le peuple a voté et c'était 61,13% le taux de participation. Il y avait oui qui l'a emporté sur le non. En 2019, c'est une assemblée monocolore dans laquelle tous les tempéraments politiques ne sont pas représentés, qui a modifié la Constitution du 11 décembre 1990. Et quand vous prenez les résultats des élections législatives, cette assemblée a été rejetée à plus de 70% des électeurs qui ont boudé les urnes, qui ont refusé de donner leur caution à cette assemblée-là. Donc, arriver à comparer le pouvoir constituant originaire, c'est-à-dire le peuple en 90, au pouvoir constituant dérivé, l'Assemblée nationale monocolore, mais c'est grave, c'est très grave. On ne peut pas comparer ça. Deux choses incomparables. Par ailleurs, oui. Par ailleurs, au moment où la loi 2019-40 du 7 novembre 2019 devrait être modifiée, il y avait des principes qui figuraient dans le bloc de constitutionnalité et qu'il fallait respecter. Il y avait une procédure qu'il fallait respecter. Laquelle? Et la Cour constitutionnelle avait rendu plusieurs décisions et nous en avions parlé ici la dernière fois. Oui. Mais tout cela n'a pas été respecté par le pouvoir constituant dérivé avant de modifier la Constitution du 11 décembre 1990. Le consensus national, par exemple, c'était en vigueur, c'était d'actualité avant la modification. Est-ce que ce consensus a été obtenu? La réponse est non. Donc, par conséquent, moi je pense que dans ce débat, nous avons le droit d'être honnêtes, non seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers le peuple béninois. Monsieur Attadi, vous l'avez suivi et dites honnête, et vous faites preuve de manque d'honnêteté en disant ce que vous avez dit là? Non, je crois que l'honnêteté intellectuelle oblige mon frère aîné Kiti Nathanaël à revenir sur ce nombre d'aspects. J'ai eu l'opportunité, évidemment, comme il veut renvoyer le ministre Orunla à ses cours de première année, moi j'ai eu l'opportunité de faire les cours de droit constitutionnel avec le professeur Théodore Lo en 1996. Quand il a fini de servir au gouvernement et qu'il a renoué avec la CRE. Et puis j'ai eu aussi l'opportunité d'aller suivre ses cours en 4e année, le grand problème politique contemporain. Je crois qu'évidemment, quand on veut aider ce pays, on a besoin des ressources. Je vais d'abord relever dans l'intervention du professeur Kiti quelques faiblesses. Allez-y. La première, c'est que la Constitution du 11 1990, dont il a cité quelques aspects là, évidemment a prévu, et c'est encore là, les mécanismes de sa révision. Il n'y a pas que le volet référendaire. Il sait bien qu'on peut la réviser sans référendum. C'est en désespoir de cause au Parlement qu'on peut aller à l'option référendaire. Il le sait bien. Et sur le Parlement, il a relevé aussi des éléments. Non, j'en viens. Ok. Prenez patience. Deuxième aspect, il parle du consensus. Je crois qu'entre autres griefs évoqués par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est qu'il y a l'absence de consensus.
Mais dans nos tests, c'est vrai qu'il n'y a nulle part où nous l'avions constitutionnalisé. C'est la Cour constitutionnelle qui l'a érigé en principe. Et ça a fait jurisprudence. Mais depuis un moment, je crois qu'on ne l'exploite plus. Et puis, depuis un moment, ce consensus, et la Cour, dans cette décision qu'elle rend, n'invoque plus, évidemment. Non. Attention à ce que vous êtes en train de dire. Non, mais ce que je dis est ceci. Il n'y a pas eu, avant la révision de la Constitution... Laquelle? De 2019, là. Oui. Une autre décision de la Cour constitutionnelle qui remet en cause le consensus national. Non, je n'ai pas dit ça. Mais c'est ce que votre intervention veut dire. Non, c'est vous avez dit qu'on ne l'exploite plus. Je dis évidemment que c'est un principe que nous avions acquis, que nous avions établi. Et ça a fait jurisprudence. Ce qui est bien, parce que c'est une expérience béninoise. Et nous avions dit qu'il faut continuer dans cette dynamique-là pour pouvoir asseoir les bases solides pour le développement du pays. Vous savez que le Bénin, quand vous voulez l'exploiter, en fait, quand vous voulez l'étudier, vous êtes universitaire, il y a des cycles politiques qui permettent évidemment d'apprécier le fonctionnement du consensus. Toutes les fois qu'il y a eu blocage, on a cherché évidemment à le remettre sur les rails. Vous savez qu'en 60, on avait eu l'indépendance. 60 à 75, ça a été une période d'absence de consensus. Instabilité. De 60 jusqu'à 75. En 75... Même jusqu'en 89. Non, mais attendez, oui, mais en 75, on a démarré avec un autre cycle. C'est pour vous dire, en fait, que nous avons des cycles de 15 ans, 15 ans, 15 ans. On est parti de 75 à 90. En 90, vous évoquez 89. En fait, 89, parce que 89 correspondait à une période d'effondrement du régime militaro-marxiste, avec un nombre de contingences nationales et internationales qui nous ont permis de faire la transition, d'aller au renouveau démocratique. Alors, de 90 à 2005, on a encore expérimenté un consensus. Mais de 2005 à 2020, ça fait 30 ans, hein? 2005 à 2020, 15 ans encore, le consensus a été plus ou moins agité. J'ai été rapporteur de la plateforme des forces démocratiques en 2014. Non, le consensus a été dégagé en 2006. Hein. Oui, je sais. J'oublie de 2000. Le principe a été dégagé en 2006 par la Cour constitutionnelle. Mais oui, mais de 2005 déjà, le Bénin est entré dans un cycle d'instabilité. Comment? 2005, vers la fin du régime de Kérékou et l'avènement du régime dit du changement. 2006 à 2020, nous sommes entrés dans un cycle un peu plus instable, où le consensus est devenu une quête permanente. Et il y a un autre cycle qui s'annonce. En fait, c'est le cycle 2020-2035. Et c'est ça qui fait l'inquiétude et qui peut justifier l'intérêt que nous avons à faire ce débat-là. Donc, la question du consensus, c'est une question permanente. Premier aspect. Deuxième aspect, professeur? Ça fait le troisième aspect. Ah, ok, merci. Troisième aspect, professeur, vous aviez évoqué les instruments internationaux. Nous avions souscrit aux instruments internationaux. Et nous devons les respecter. D'accord. Mais en fond, je ne sais pas si vous êtes fond, on dit, et on lit tout les gars maintenant, dans les camps mais pour les coups du main. On ne peut pas, vous ne pouvez pas consacrer votre divinité, ériger le Tolegba, qui est en fait une divinité tutélaire, comme ce qu'on voit à la lisière des villages, qui protège le village, pour qu'il vous administre des potions mortifères. L'allégorie. Alors, le Tolegba présenté là, si je comprends bien pour le téléspectateur qui sera en train de s'interroger, c'est la Cour africaine des droits de l'homme, si je vous suis très bien, dirigée par les États, mais qui devient mortifère. Alors, expliquez-vous. Mais vous avez vu la position de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de cette décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme. Vous applaudissez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Écoutez, je vous dis, ça se répète. C'est la preuve qu'évidemment, les États qui ont contribué à sa mise en place, qui ont souscrit à ces instruments internationaux, en fait, sous-régionaux et internationaux, parce qu'il y a une question d'appréciation de la norme, des normes internes, arrimées avec les normes communautaires. C'est tout le problème, en fait. Or, aujourd'hui, les États étant souverains, estiment que... Il n'était pas souverain hier? Les États... les États étant souverains estiment que... Est-ce qu'il y a des domaines de compétences et un champ d'action la CADHP doit pouvoir évidemment
intégré dans son agenda. Non, monsieur Attali, je vous en prie. Donc, on ne va pas... Professeur, vous permettez, je vous ai laissé aller au fond. Oui, permettez que j'aille à la conclusion. Je ne vais pas vous laisser... En tant que... reprendre la parole, non. Que je n'oublie pas... Non, vous n'avez pas oublié. Notez. Non, je ne note pas. Je vous rappelle ceci rapidement. Oui, rappelez. Je vous en prie. Vous êtes expert en bonne gouvernance. Oui. Vous n'êtes pas expert en mauvaise gouvernance. Vous êtes expert en bonne gouvernance. Oui. Vous savez, la science est là pour éclairer la politique. Ce n'est pas la politique qui va éclairer la science. La politique peut tordre le cou à la science, mais la science doit se dresser contre la politique pour l'éclairer. Soyez plus explicite. Voilà. Ce que nous disons ici, là, c'est ce qui doit être et non ce qui est. Et puis ce qui est, c'était quoi? Voilà. Ce qui est, c'est le comportement des hommes politiques. Ce qui doit être, c'est ce que les textes ont prévu. Et quand on parle de la bonne gouvernance, c'est ce qui doit être. Oui, professeur, mais pendant que nous y sommes, bon, est-ce que la Cour africaine des droits de l'homme... La question que j'ai posée, et que vous avez amené à faire un développement aussi extensible, oui. C'est la Cour avait-elle vocation à demander l'annulation et l'abrogation d'un texte constitutionnel adopté par un État souverain? Je vous ai fait la démonstration de A à Z. Donc la Cour peut donner une injection de sussoir. Même la Cour constitutionnelle que vous voyez là, oui, peut faire injonction au chef de l'État, injonction à l'Assemblée nationale, même au-delà de la Cour constitutionnelle. Les simples juridictions, première instance, appel, Cour suprême, ont ce pouvoir-là. C'est l'organisation de l'État. Donc, soit le Bénin décide de ne pas ratifier la Charte africaine des droits de l'homme, ce qu'il n'avait pas fait, il a ratifié. Le Bénin pouvait décider de ne pas ratifier le protocole créant la Cour africaine. Ce qu'il n'avait pas fait, il a ratifié. Donc, du moment où c'est fait, la conséquence, c'est la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui demande à ce que les États respectent les traités de bonne foi et que les États ne mettent pas devant la souveraineté pour dérober à leurs engagements au plan international. Voyez-vous? Professeur. Attendez, vous allez reprendre la parole. D'accord. C'est une décision de justice, parce que c'est une juridiction qui a rendu la décision. Oui. Dans 100 ans, 1000 ans, elle va rester toujours une décision. Elle ne va pas changer parce qu'il n'y a pas de voie de recours. Elle va rester une décision. Ça ne va pas changer. Donc, si le chef de l'État refuse de l'appliquer, elle reste une décision de justice. Elle reste une décision de justice et le débat va continuer. Donc, professeur, la logique selon laquelle... Oui. Faut que je n'oublie pas comme vous aussi. Le gouvernement refuse d'appliquer une décision de justice, ne participe pas à la bonne gouvernance, ça participe à la mauvaise gouvernance. Non. Vous avez la parole et je vais continuer. Allez-y rapidement. Non, je crois que la question qui s'impose par la suite. Non, je crois que le professeur sait de quoi il parle. J'ai posé une question importante, c'est-à-dire celle qui doit pouvoir éclairer le peuple. Est-ce que la Cour africaine des droits de l'homme a compétence et sa vocation, c'est d'interdire ou de faire annuler un texte constitutionnel adopté par un État souverain? La réponse, je ne l'ai pas obtenue. Professeur, je crois que... Je vous l'ai donné. Je crois que vous avez... J'ai le sentiment que vous sous-estimez la juridicité du peuple béninois et des peuples africains en général. La vie est dynamique. Les sociétés sont dynamiques. Vous avez le sentiment d'être très accroché aux tests. Or, les tests aussi, doivent être évolutifs.
Oui, mais il faut les changer, ce n'est pas encore changé au moment où nous faisons. Mais c'est ce que je dis, mais donc il faut repenser évidemment. Mais même si on c'est repense, pourquoi même si on repense les tests, maintenant la décision est déjà rendue. Ok, oui, c'est important. Même si on repense les tests, maintenant la décision est déjà rendue. Il faut revoir le Tolegba, peut-être l'orienter, mais non, c'est une mauvaise allégorie. C'est une mauvaise allégorie. Maintenant, il n'y a pas que la Cour africaine des droits de l'homme seule. Il y a aussi la Cour pénale internationale. Bon, en attendant, vous savez, en tant que spécialiste, vous savez qu'aujourd'hui, nos juridictions, qu'elles soient sous-régionales, régionales ou internationales, sont critiquées, sont sujets de critiques acerbes. Alors, ceci est dû aujourd'hui. Vous savez, monsieur Attadé, à vous l'évolution êtes des expert en sociétés. bonne gouvernance, et vous savez que dans le domaine des traités, il y a une procédure. Oui. Il y a bien une procédure. Oui. Ça ne lie pas indéfiniment un État. Un État peut décider de se retirer d'un traité. Oui. Il y a une procédure à suivre. Oui. Mais du moment où l'État ne s'est pas retiré du traité, l'État demeure lié à ce traité-là. Alors la question la bonne gouvernance, c'est que l'État applique les décisions issues de l'application de ce traité. C'est ça la bonne gouvernance. Oui, monsieur Attadé, vous permettez, on va évoluer, monsieur Kiti. Ouais. C'est vraiment important. Oui, une réponse de votre part aussi, c'est vrai. Pour l'instant, l'État reste lié à ce traité. Voilà une décision qui tombe. Le Bénin se retire-t-il d'office toute la part de ce traité ou procède comment? Je crois que nous sommes venus ici pour donner la nourriture scientifique aux gens. Tout à fait. Et la question qui se pose, c'est une question importante. Je crois que cette question de la Cour africaine des droits de l'homme se posait depuis. Même le président Boni-Gaï a dû prendre un certain nombre de décisions contraires aux arrêts rendus par... Lesquels? Vous le savez. Lesquels? Vous le savez. Non, apportez les preuves. Il y a eu des décisions qui étaient rendues par la Cour africaine des droits de l'homme pendant que le président... Quand il était dans sa guerre, dans sa querelle avec le président en charge. Non, je suis pas la Cour africaine. Je suis dans la dynamique, de la construction de la paix. Et j'ai animé des émissions ici sur la nécessité d'aller vers la paix. Je ne veux pas encore remuer le couteau dans la plaie. Nous sommes dans la cicatrisation. C'est pourquoi il y a des faits que je ne vais pas évoquer ici. Moi, j'estime que c'est assez barbant. Et ça semble nuancé qu'il ne s'agit pas de la Cour africaine. Ben, je dis que... Non, ce n'est pas la Cour africaine. Ah bon, écoutez, je sais qu'il y a une décision de la Cour africaine qui a fait injonction à l'État béninois. C'est la Cour de justice d'arbitrage. Bon, alors, nos cours, j'ai dit que nos cours, qu'elles soient sous-régionales, régionales ou internationales, aujourd'hui, ont besoin de faire peau neuve. Ah oui, en train de faire peau neuve, qu'est-ce qu'on fait? Voilà la posture du gouvernement. L'expert conseille quoi? Nous devons contribuer évidemment à les rendre plus efficaces. Parce qu'aujourd'hui, si elles sont décriées, elles ne peuvent plus rendre des décisions applicables pour les États. Et ce n'est pas le Bénin seul. Donc, il y a un problème global qu'il faut régler. C'est vrai que nous avons un problème politiquement gérable au Bénin. Et ça n'a rien à voir avec les décisions qui sont rendues par la Cour africaine des droits de l'homme. Je trouve évidemment qu'au Bénin, nous avons une tradition qui est une tradition copiée. En fait, qui se copie facilement, qui se multiplie. Puisque nous avions appris à faire là-bas palabre. Nous avions appris, évidemment, à entretenir le dialogue fructueux et efficace. Nous avions appris aussi à nous écouter, malgré nos divergences. C'est la qualité que nous avons et qui plaît aux autres peuples. Et dès qu'il y a un petit problème au Bénin, les gens disent, mais le Bénin aussi, quand les autres se plaisent dans leur inconfort, bien, nous sommes dans un confort de sécurité, de paix. Nous sommes un modèle. J'ai dit ici qu'en 90, au moment où on a fait la conférence des forces vives, ça a servi de lancement du Bénin sur la scène internationale. Alors, et nous avons fait école. Et aujourd'hui, le Bénin reste et demeure un des baromètres des grands changements. Parce qu'il y a une focalisation forte sur ce qui se passe. Monsieur Attadé, dans cette dynamique, cette décision qui est tombée, que conseillerez-vous sérieusement à l'État? Il a déjà dit, il a parlé de l'abra-parabre. À l'État, je veux savoir clairement. Que conseillerez-vous à l'État qui a pris cette position-là? Aller à l'abra-palabre? C'est ça qu'il faut faire? Je crois que la décision de l'accès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est survenue dans le cadre des élections qui sont en cours, qui s'annoncent pour 2021. Oui. L'idéal, c'est de faire en sorte que les élections soient pacifiques, que ce soit des élections organisées de façon festive, pour qu'il n'y ait pas des échauffourées.
Nous savons que dans la sous-région, il y a des crises qui secouent et qui enveniment les relations entre les peuples. Bon, la Cour veut jouer par anticipation à la carte de l'apaisement, pour ne pas jouer plus tard aux sapeurs-pompiers. C'est ça. Mais ce qui est normal, et je salue évidemment la Cour, mais je trouve qu'en fait, elle n'a pas vocation. Vous finissez par la saluer. Non, je salue la Cour dans sa démarche. Sauf que je trouve qu'il y a un excès dans l'analyse et l'exploitation des domaines de compétences. Parce que il est normal, par exemple, qu'au Bénin, que la Cour constitutionnelle, par exemple, prenne des décisions contre le chef de l'État, en fait, contre l'exécutif, pour l'obliger, par exemple, à surseoir à l'application d'une loi. C'est pas gênant. Par contre, que la Cour africaine des droits de l'homme en vienne à donner une injonction à un État d'annuler un texte constitutionnel qui a été adopté par un Parlement, vous pouvez donner tous les noms possibles à ce Parlement, en fait. Mais quand vous lui donnez les noms, c'est oublier les mécanismes qui ont contribué à produire ce Parlement. Je vous parle en tant qu'analyste politique aussi, car je sais ce qui s'est passé, plus ou moins. Et vous savez que le terrain politique, c'est un terrain de stratège. Non, non, cher ami. C'est un terrain de stratège. De dire des choses comme ça. Vous savez, si vous continuez à dire des choses comme ça, oui. C'est grave pour la postérité. Vous savez pourquoi je le dis? Non. C'est que demain, le chef de l'État, M. Patrice Talon, va finir son mandat. Il va partir. Quelqu'un d'autre va le remplacer. Si vous êtes dans la logique que les élections, la politique, c'est la stratégie, mais il faut que ces stratégies-là soient encadrées. Et c'est la raison pour laquelle il y a les lois. Professeur, c'est la raison pour laquelle vous et moi sommes d'accord. Il y a le déjà consensus. Oui, j'ai cru que vous voulez contredire. Il faut que je vous rappelle, oui. Vous n'avez pas contredit que... Pour ne pas l'oublier. Non, mais vous n'avez pas contredit. Le consensus dont il parle, on parle ici, attendez s'il vous plaît. Le consensus dont on parle ici. Vous m'avez interrompu. Oui, parce que je n'avais pas de stratégie. Oui, je vais le rappeler. Je croyais que vous allez... Pour ne pas l'oublier. Vous allez objecter et que ce n'est pas possible. Je suis non, attendez, s'il vous plaît, monsieur, attendez. Le consensus dont il est question ici, évoqué par la Cour africaine, oui. Ce n'est pas le consensus dégagé par la Cour constitutionnelle en 2006. Non. Oui, ça figure dans le protocole additionnel à la charte sur la démocratie et la bonne gouvernance. Donc c'est ça que la Cour africaine a rappelé et non le consensus dégagé par la Cour constitutionnelle. Okay, donc, en politique, oui. Il y a des textes, il y a des lois, et tout doit viser la paix. Vous voyez? Donc vous dites la stratégie, oui, mais tout en respectant les textes, tout en respectant les lois. Donc vous soutenez que ce sont les textes qui ne sont pas respectés? Tout en respectant la coutume. Parce qu'au-delà des textes, il y a aussi la coutume, il y a aussi la tradition. Qu'est-ce que nous avons l'habitude de faire au Bénin? Qu'avions-nous décidé de faire en 90? Dans tout pays, vous avez des périodes historiques, des dates historiques auxquelles les gouvernants recourent dans la prise de leurs décisions. Et dans notre pays, c'est 90, la conférence nationale. Qu'avions-nous fait à la conférence nationale? Qu'avions-nous décidé à la conférence nationale? Est-ce que ce que nous avons décidé là, c'est ce que le président Patrice Talon fait aujourd'hui? La réponse est non. C'est non. Pourquoi? En 90, nous avons dit désormais, nous devons aller au consensus. Ouais. Les élections doivent être ouvertes, inclusives, concurrentielles. 91, 95, 99, 2003, 2007, 2011, 2015. Pourquoi 2019 ne l'a pas été? Vous voyez, il y a une violation des décisions prises à la conférence nationale. L'élection présidentielle de 2021, des lois chrysogènes ont été votées. Quelle loi chrysogène? Et ces lois chrysogènes... Oui, pourquoi vous avez calculé chrysogène? Oui, chrysogène, pourquoi? Les lois chrysogènes ont été votées
Oui, pourquoi vous dites chrysogène? Chrysogène parce que c'est voté par un parlement dans lequel vous avez une bonne partie des opinions politiques qui n'est pas représentée. Vous n'avez pas suivi tout le processus qui a conduit au vote des lois, professeur? Non, attendez. Les lois dont nous parlons, oui. C'est la loi de 2019. Oui. C'est le code électoral de 2019. Vous savez qu'il y a des assises politiques? Quelle assise? Qu'est-ce que vous appelez assise politique? Ah bon? Vous savez ce qu'on appelle le parallélisme des formes? Ah, c'est ça? Oui, la conférence nationale. Oui, justement. Professeur, vous faites une confusion entre conférence nationale... Il n'y a pas de confusion, oui. Cher ami. Voyez-vous, en 2006, l'Assemblée nationale avait modifié la Constitution. L'Assemblée nationale. Les députés avaient modifié la Constitution. Au sein du Parlement, il y avait l'opposition. Il y avait la mouvance présidentielle. Au sein de ce Parlement, il y avait l'opposition, il y avait la mouvance présidentielle. Et la Constitution avait été modifiée. Mais malgré ça, la Cour constitutionnelle a pris une décision pour dire que cette modification n'a pas respecté le consensus national. 2006. Et voyez-vous maintenant, en 2019, un Parlement dans lequel l'opposition n'est même pas représentée modifie la Constitution et la Cour valide. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Non, ce n'est pas le Parlement qui a modifié. Non, écoutez, mais la loi a été votée par le Parlement. Hein. À l'issue des élections de 2019 que vous évoquez, et que vous avez évoqué, que vous appelez chrysogène, il y a eu... Non, la loi, j'ai dit la loi qui est chrysogène. La loi est chrysogène. Tant mieux. La loi est source de crise. Je sais, professeur. Ouais. D'accord. Mais si elle est source de crise... Même le consensus que vous pensez obtenu oui. Aux assises des 10 et 11 octobre 2019 n'en était pas un. Je suis très heureux parce que là, il s'agissait d'une assise politique. Voilà. Ce n'est pas une conférence nationale. Oui. Même s'il devrait avoir une assise politique, oui. Voyez-vous, au moment où le chef de l'État tenait cette assise, vous vous rappelez, il y avait une contre-assise qui était tenue par les forces politiques de l'opposition. Lesquelles? Vous étiez au Bénin, non? Bien, vous n'étiez pas. Alors, c'est ça, vous appelez ça comment? Il y avait une contre-assise, vous vous rappelez, non? On se rappelle, il y avait une contre-assise qui était... Laissez ce que le président respectable de ces forces gros a initié. Non, écoutez, cher ami, il ne faut pas banaliser. Est-ce que nous ne sommes pas vraiment dans un pays de pagaille? Ah bon? Qu'un gouvernement, que l'exécutif décide, compte tenu d'une crise donnée, de convoquer les forces politiques qui ont été régulièrement enregistrées pour qu'il y ait des échanges fructueux et qu'à l'issue, qu'on s'entende sur un minimum pour remettre la machine sur les rails et que d'autres acteurs s'improvisent et organisent une assise dans un même pays. Et vous trouvez, pour professeur, écoutez, non, pas par exemple politiser tout. Non, si vous êtes président de la République, est-ce qu'à la conférence nationale, des forces politiques organiser des assises parallèles? C'est pas de la bagaille. Est-ce qu'à la conférence nationale, il y avait que les hommes politiques? Au moment où le consensus j'ai dit, faisons en fait. Non, je vous pose la question. C'est aussi simple. Hein? Non, mais écoutez, ce que je veux, et que je veux que vous sachiez, c'est qu'il faut faire en fait un distinguo entre une conférence nationale des forces composant les entités qui abritent le territoire. Et quelle était l'intention du chef de l'État? Quelle était l'intention du chef de l'État? Et vous savez que en fait, les contextes... Non, si vous décontextualisez... Non, il ne faut pas décontextualiser. Puisque le contexte de 89... L'intention du chef de l'État... Le contexte de 89 n'est pas celui de 2019. Les assises d'octobre 2019, c'était d'obtenir un consensus. Si. Vous êtes d'accord avec moi? Et l'intention en 90, en organisant la conférence nationale, c'était aussi d'obtenir un consensus pour gouverner le Bénin. Mais professeur... Et si le consensus de 2019 recherché était pour modifier les lois, pour repartir sur de nouvelles bases, je pense que ce qui avait été fait en 2019 avait été mal fait. Si l'opposition, dans sa diversité, avait été invitée à cette assise,
je pense qu'on aurait pu obtenir une base beaucoup plus consensuelle et cela aurait contribué à amoindrir les contestations que nous rencontrons actuellement. Donc, du moment où ce qui avait été fait en 2019 n'a pas été fait dans l'intention réelle d'obtenir un véritable consensus, la conséquence en est que tout ce qui est issu des réformes qui ont été engagées après cette assise est contesté. Chers invités, merci à vous. Je vous ai laissé ces moments d'échange. C'est aussi pour la beauté du plateau. Mais je reviens à la grosse interrogation. La position de l'exécutif, on la connaît désormais. La Cour africaine des droits de l'homme, elle, continue de rendre ses décisions. 2021 pointe à l'horizon. Quelle posture adopter en définitive? Francis Attadé, et la question viendra à M. Kitty, ensuite on va conclure. Je voudrais en fait dire d'abord à M. Kitty que s'il lisait le rapport issu des assises politiques de 2019, il comprendra qu'il y a des points consensuels et des points de désaccord. Et c'est sur les points consensuels que le chef de l'État a accéléré la procédure pour qu'on aille à la révision et tout ce que ça. Vous avez vu la réaction de FCBE après sur certains points? Mais c'est dans la foulée que FCBE s'est fragmenté. Non, je dis, vous parliez d'accord. Après la décision? Oui. Il y a un journaliste qui suit mieux que moi. Après certaines décisions, ils ont dit non, ce n'est pas ce qu'on avait dit là-bas. Écoutez, les FCBE l'ont dit, c'est vrai. Voilà. Alors, la question, le temps tire à sa fin. Oui. Alors, 2021, pointant à l'horizon, avec ces décisions, on fait quoi en définitive? Je crois que le Bénin a les ressources qu'il faut pour gérer au mieux ces crises. Et il n'a pas à s'inquiéter. Je voudrais dire que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples doit savoir qu'actuellement, elle-même doit pouvoir, en son sein, commencer par réfléchir sur les décisions rendues, parce que depuis un moment qu'elle rend les décisions, les États contestent. Or, ce n'est pas agréable. Donc, il faut aller maintenant à des réformes profondes. Il faut aller à la réforme profonde pour que nous puissions avoir... Merci beaucoup. Le Bénin trouvera ses ressources signées M. Attadé. M. Kitty, ça va être votre conclusion. C'est comme si vous demandez à un juge qui se trouve au tribunal de Cotonou, à Porto-Novo ou à Parakou, de tenir compte de la réaction d'un citoyen avant de prendre sa décision, non. Elle pense et le juge prend sa décision. Mais non, le citoyen est libre de réagir comme il veut. C'est comme votre ça conclusion, que M. Nathan Kitty? Les États sont libres de réagir comme ils veulent, mais la Cour a pris une décision. Moi, je pense que le chef de l'État est sur une mauvaise voie à travers la réaction du porte-parole. La bonne voie, c'est que cette décision de la Cour africaine qui s'impose à l'État béninois soit appliquée par le chef de l'État. Ça, c'est la bonne voie. S'il refuse de l'appliquer, le peuple est là, le peuple souverain doit exiger son application. Parce que la souveraineté appartient au peuple. Merci à vous, Nathan Kitty. Merci également à vous, Monsieur Francis Eloge Attadé. Ce fut un plaisir, chers téléspectateurs. On va s'en arrêter là. Demain, un autre jour, pour découvrir un autre sujet, toujours d'actualité. Une fausse compagnie sur cette citation de Mahatma Gandhi. La règle d'or, dit-il, de la conduite est la tolérance mutuelle. Car nous ne penserons jamais tous de la même façon. Nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Prenez soin de vous et que la tolérance soit la règle. Au revoir. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. Sika, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique, toutes les 30 minutes en Afrique.
SICA, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements et de l'évolution des affaires sur le continent.